La princesse Marie-Louise de Schleswig-Holstein, petite fille de la reine Victoria, n'a pas eu une vie de conte de fées malgré son sang royal. Coincée dans un mariage désastreux, entachée de scandales et de dépression, elle a presque disparu de l'histoire. Malgré tout, elle est devenue l'une des membres les plus appréciées de la famille royale britannique, surnommée la princesse de nulle part. Comment a-t-elle pu chuter si bas, se relever, et pourquoi ce surnom ? Rejoignez-moi pour le découvrir. La princesse Marie-Louise est née le 12 août 1872 en Angleterre, de parents le prince Christian et la princesse Hélène de Schleswig-Holstein. La princesse Hélène était la troisième fille de la reine Victoria du Royaume-Uni et, en tant que telle, la famille passait beaucoup de temps autour d'elle. En fait, la famille vivait au Royaume-Uni aux côtés de Victoria, où Marie-Louise et ses trois frères et sœurs aînés apprenaient l'histoire et la littérature allemande auprès de leur père et de divers précepteurs. Adulte, Marie-Louise apparaissait sur de nombreuses photographies avec une allure très royale, parée de bijoux précieux et de robes sophistiquées. Mais dans son enfance, la reine Victoria semblait penser autrement. La reine surveillait souvent ses petits-enfants. Lorsque Hélène et Christian étaient absents, et à une occasion, Hélène reçut un télégramme de sa mère qui disait « Les enfants vont très bien, mais la pauvre petite Louise très laide ». Victoria était restée fidèle à ses paroles toute sa vie, mais leur relation est restée bonne. Jeune, Marie-Louise développa une passion pour la découverte du monde et un fort désir de voyager. Elle passait de nombreuses soirées à lire des livres d'histoire. Heureusement pour elle, son statut royal lui permettait souvent de visiter les lieux qu'elle lisait. En 1890, alors qu'elle assistait au mariage d'une cousine à Berlin, elle fit la connaissance de nul autre que le prince Adibert d'Anhalt, un officier de cavalerie élégant qui attira d'abord son attention, puis conquit son cœur. Quelques semaines après leur rencontre, Haribert et Marie-Louise se fiancèrent avec l'approbation de la reine Victoria. Heureusement pour sa petite fille, le couple se maria à Windsor le 6 juillet 1891. Marie-Louise n'avait pas encore 19 ans tandis qu'Haribert venait d'avoir 25 ans. Après une courte lune de miel en Europe, ils s'installèrent à Dessau, puis déménagèrent à Berlin quand Haribert y fut nommé officier de cavalerie. La vie conjugale, cependant, n'était pas tout ce qu'elle aurait dû être pour la jeune Marie-Louise. La princesse Marie-Louise, selon tous les témoignages, avait du mal à s'adapter à sa nouvelle vie en Allemagne. L'étiquette et les protocoles auxquels elle devait se conformer en tant que princesse étaient extrêmement stricts, et il lui arrivait souvent, de façon compréhensible, de commettre des erreurs. Sa vie était rythmée par des pratiques et horaires exigeants, difficiles même pour les membres chevronnés de la famille royale. Elle aurait dû connaître les horaires exacts et les formulations à utiliser. Son valet transmettait les salutations du matin à celui de ses beaux-parents. Elle devait également pratiquer la bonne étiquette à table, jusqu'à savoir à qui s'adresser et à quel moment du repas. À une occasion, Marie-Louise aurait rapporté un sac de frappe et une paire de gants de boxe d'un voyage en Angleterre. Quand elle les a utilisés dans sa chambre, la famille d'Adibert l'a réprimandée pour un comportement jugé indigne d'une princesse. De plus, la vie avec Adibert n'était pas ce que Marie-Louise avait espéré. Elle se sentait indésirable, comme un fardeau pour son mari. Elle sombra alors dans une dépression et souffrit de maladies graves, comme la bronchite et la pneumonie. Elle devint alarmante de maigreur et de fragilité, ce qui pouvait indiquer une anorexie, et son état devint un sujet de commérage parmi sa belle famille. Une fois rétablie, Marie-Louise partait souvent à l'étranger pour fuir la tension familiale. Mais bientôt, un événement survint qu'elle ne pouvait résoudre en voyageant. En 1909 ans après leur mariage, Adibert fut découvert en train d'avoir une liaison avec un homme, bien que les détails restent incertains. Des sources évoquent que son amant était un domestique et qu'Adibert était bisexuel ou homosexuel. Certains estiment aussi que le mariage n'a jamais été consommé, ce que la famille d'Adibert ne voulait pas voir rendu public, tentant ainsi de le cacher au mieux. Bien sûr, Marie-Louise, dévastée, a quitté son ancienne maison en Allemagne en larmes, décidée à commencer une nouvelle vie en Amérique du Nord.
Pendant un temps, elle a parcouru les États-Unis sous le pseudonyme de comtesse von Münstenberg. Le père d'Adibert avait accusé Marie-Louise d'être responsable de l'échec du mariage. Cependant, il lui envoie finalement un télégramme ordonnant son retour auprès de son fils. Elle refusa, mais vers qui pouvait-elle alors se tourner ? Pouvait-elle continuer à vivre sa vie sous une fausse identité ? Heureusement, 1 heure plus tard, la reine Victoria reçut la nouvelle et envoya aussitôt un télégramme personnel à Marie-Louise. « Dis à ma petite fille de rentrer à la maison, disait-il. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Marie-Louise fut accueillie en Angleterre par une lettre d'Adibert lui-même. Elle raconta plus tard cela dans ses mémoires, affirmant qu'il avait écrit que la vie avec elle comme compagne était intolérable. Il avait donc demandé à son père d'user de son droit souverain pour annuler le mariage. C'est bien ce qui s'est passé. Le père d'Adibert a tenté de faire annuler le mariage, mais comme la cérémonie avait eu lieu en Angleterre, les lois allemandes ne pouvaient pas s'appliquer. Marie-Louise a engagé un avocat spécialisé en divorce pour régler l'affaire. Mais Adibert avait préparé le procès à sa convenance avant même qu'il ne commence. Adibert a tenté de diffamer Marie-Louise avec toute une série d'allégations désobligeantes. Il a dit à son avocat qu'elle était ivrogne, toxicomane et appréciait l'opium. Alors que les rumeurs commençaient à enfler dans les journaux anglais, on dit que Marie-Louise a été poussée au bord du gouffre. Les spéculations croissantes lui ont causé une immense détresse, et elle s'est tournée désespérément vers sa famille pour obtenir du soutien, trouvant refuge auprès de ses parents. Son père a rapidement pris une décision ferme, voyageant avec elle en Allemagne, pour engager une procédure d'annulation légale et civile du mariage. Il a rapidement fait face à une forte opposition de la famille d'Adibert. Sans se laisser décourager, il aurait menacé de porter la véritable raison de la séparation de Marie-Louise devant le Conseil fédéral allemand. Cette menace à elle seule s'est avérée suffisante. En décembre 1900, le mariage fut rapidement annulé, malgré le fait que, sur le papier, son mariage était nul et non avenu. Marie-Louise ne serait jamais réellement libre d'Adibert, selon les principes de l'Église d'Angleterre. Elle considérait ses vœux de mariage comme contraignants et, ainsi, pour le reste de sa vie, elle n'a jamais tenté d'entretenir de relations amoureuses ni de se remarier. Le roi Édouard VII, l'oncle de Marie-Louise, aurait résumé son destin en déclarant « Pauvre Marie-Louise, elle est revenue comme elle est partie ». Après le divorce, Marie-Louise s'est installée dans sa maison à South Kensington, Londres. La tension des procédures judiciaires avait gravement affecté sa santé mentale. La vie conjugale fut très différente de ce que Marie-Louise imaginait, laissant un vide là où son avenir paraissait assuré. Son état de fragilité a été révélé lors d'un incident glaçant qu'elle a ensuite raconté. Marie-Louise déclara avoir vu son frère Christian Victor, officier tué à Pretoria durant la guerre des Boers plus d'1 an plus tôt. Selon son récit, Christian serait venu prendre de ses nouvelles, puis aurait calmement descendu les escaliers en lui demandant de ne pas le suivre. Que Marie-Louise ait réellement cru avoir vu le fantôme de son frère ou que cet épisode ait été une manifestation de son stress et de son chagrin croissant, cela reste une question troublante. Peu après, la mère de Marie-Louise, Helena, l'encouragea à poursuivre l'un de ses centres d'intérêt, le travail à l'hôpital et les œuvres de charité. Elle collectait des fonds pour les hôpitaux, créa plusieurs organisations de soutien et visitait souvent les patients. Cela semblait lui faire du bien. Non seulement elle a amélioré son image publique après le procès désastreux avec Adibert, mais le fait de soutenir les autres l'aidait aussi à oublier ses propres soucis. Elle s'est rapidement constitué un réseau plus large d'amis et de relations. Mais bientôt arrivaient les années 1910 et la Grande Guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie-Louise s'installa au palais de Kensington avec sa tante Béatrice, la consolant après la mort de son fils, le prince Maurice, à la première bataille d'Ypres en octobre 1914. Le jour, la princesse a fondé et dirigé un hôpital à Bermondsey durant toute la guerre. Elle passait du temps avec les victimes de tirs, de gaz et de bombardements, les aidant à se rétablir et à surmonter leurs problèmes de santé mentale. Lorsque la Grande Guerre éclata, elle entraîna rapidement une série de changements au sein de la famille royale. Cependant, au moment où le conflit a commencé, la reine Victoria et son successeur Édouard VII étaient point décédés et le roi George V était sur le trône.
Selon les témoignages, il avait de bonnes relations avec Marie-Louise, et George était heureux que sa cousine ait fui son mariage difficile pour rejoindre la famille en Angleterre. George savait aussi qu'à cause de la guerre, les sentiments anti-allemands grandissaient en Grande-Bretagne. Sachant que le nom actuel de la famille royale, Saxe, Colberg et Goethe, provoquait du mécontentement parmi le grand public, il décida de le changer. George V prit le nom royal de Windsor, inspiré du célèbre château britannique. Il voulait rompre avec ses origines allemandes et soutenir le peuple britannique pendant la guerre. Dès lors, la famille royale britannique ne put plus utiliser les titres allemands pour Marie-Louise, qui fut simplement appelée princesse de Schleswig-Holstein. Ce décret a effacé son identité, la transformant en princesse de nulle part, une étiquette qui lui resterait à jamais. Aucun titre de remplacement ne lui fut accordé. Et par conséquent, bien qu'elle fût une princesse, c'était presque comme si elle n'appartenait plus à aucune famille royale. Contrairement à d'autres membres de la royauté, il a reçu de nouveaux titres de noblesse. Marie-Louise resta dans l'incertitude, sans héritier ni rôle politique dans sa nouvelle situation. Elle fut ensuite officiellement appelée Son Altesse, la princesse Marie-Louise. Malgré sa nouvelle identité de princesse de nulle part, Louise mena une vie prospère et bien remplie. Elle était estimée du public pour son engagement caritatif durant près de 40 ans. Elle a ouvert et agrandi la taille des hôpitaux tout au long de sa carrière et a consacré beaucoup de temps à collecter des fonds pour soutenir les prestataires de soins de santé à travers le pays. Le King's College Hospital, le War Memorial Hospital, l'Association des Nations Unies, les Chiens Guides d'Aveugles et la Wayfarers Trust comptent parmi les nombreuses associations à but non lucratif qu'elle a soutenues toute sa vie. Elle a également passé du temps à rendre visite au grand public à travers la Grande-Bretagne et a tenté de réduire l'écart entre la famille royale et l'homme du peuple. Elle a visité des mines de charbon, pris le bus et vécu un temps en appartement. Cela peut paraître anodin aujourd'hui, mais au début du XXe siècle, la royauté n'adoptait pas ces gestes. Bien que peu connue dans sa famille, Marie-Louise a rendu la royauté britannique plus humaine et accessible, ce qui était rare avant elle. Pendant son temps libre, elle était une artiste prolifique, surtout en aquarelle, passionnée aussi de musique et de danse. En Angleterre, elle était heureuse d'être entourée d'une famille qui, selon tous les témoignages, encourageait ses passions et lui permettait de s'exprimer. Après sa séparation avec Adibert, elle a continué à voyager et a trouvé que la vie de célibataire lui convenait. Marie-Louise, proche de la vieillesse lors de la Seconde Guerre mondiale, a évoqué dans ses mémoires son intérêt pour les bombardiers de la Royal Air Force survolant Ascot avant le combat. Bien que sa maison ait été presque détruite pendant la guerre, Marie-Louise a survécu et poursuivi son travail philanthropique jusqu'à la fin de sa vie. Ses médecins lui ont conseillé de ralentir, mais elle ignorait leurs conseils. Le travail caritatif est devenu sa grande passion, et elle appréciait son emploi du temps chargé. Après des années au service royal, Marie-Louise publie en 1956 ses mémoires, Mes souvenirs de sirène, chronique révélatrice d'une vie au cœur de la monarchie. Le 8 décembre 1956, il est décédé paisiblement chez lui à Londres à 84 ans. À sa mort, elle était l'une des 6 petits-enfants survivants de la reine Victoria et la doyenne de la famille royale. Aujourd'hui, elle repose dans le grand parc du château de Windsor, auprès de sa sœur bien-aimée, restée sa proche amie toute sa vie. Malgré ses activités philanthropiques, sa fortune était estimée à près de 110 000 livres, soit environ 2,5 millions de livres aujourd'hui. La princesse Marie-Louise a montré au monde que les membres de la royauté pouvaient en poursuivre tout ce qu'ils désiraient dans la vie et a tracé une nouvelle voie, en dehors de la routine et des règles du mode de vie d'une princesse. Bien qu'elle fût princesse sans royaume, elle menait l'un des modes de vie les plus fastueux de l'histoire royale contemporaine, couvrant 2 guerres mondiales, 6 monarques et un siècle de changements. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la princesse Marie-Louise de Schleswig-Holstein. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires.
J'espère que vous êtes abonné et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. C'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.